On sait maintenant, de point de vue sûr et scientifique, que les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que l'hémisphère nord, avec les impacts qu'il peut y avoir sur l'eau, la biodiversité et le recul de la neige. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène en montagne. Oui, en montagne, puisque je reçois Valérie Pommier. Elle est la fondatrice de l'association Résilience Montagne pour une montagne durable. Avec Valérie, nous dressons dans un premier temps un état des lieux de la situation, puis elle nous présente les 4 leviers qui permettraient de rendre les stations plus durables. Un épisode parfaitement de saison qui, je l'espère, vous plaira. Bonne écoute à vous. Valérie, bonjour. Je suis très contente de te recevoir au micro aujourd'hui. Tu as fondé il y a 6 ans l'association Résilience Montagne. C'est ce dont on va parler. Nous enregistrons ce podcast à Annecy. J'aurais aimé que tu commences par te présenter, s'il te plaît. Je m'appelle Valérie, j'habite à Annecy, je suis annécienne, j'ai 53 ans, je suis une maman de 3 enfants. Et j'ai pas mal bourlingué, je suis revenue dans mes montagnes chéries. Alors, est-ce que tu peux nous présenter d'abord Résilience Montagne et ensuite on fera un état des lieux de la situation qui me semble nécessaire. Mais d'abord, on va présenter l'association. Pourquoi est-ce que tu l'as créée et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Résilience Montagne a été créée suite à un déclic dans ma tête. J'explique toujours que j'ai un parcours classique. Je suis née en 69, je suis née dans un milieu où on ne parlait pas d'écologie. Je n'ai pas eu la curiosité peut-être de m'y intéresser pendant de très longues années. J'ai travaillé, ce que je dis toujours, de l'autre côté du miroir. Et puis, à force de voir les projets qu'on me demandait de développer, à force de voir les dégâts qu'il pouvait y avoir, à force d'être ce que j'appelle cette fameuse dissonance cognitive qui m'a hantée pendant des années, de voir qu'est-ce que je fais de ce que je sais. Et un jour, en 2016, j'entends une conférence de Jean-Marc Jancovici aux Mines. Et là, je me dis non mais en fait, c'est la catastrophe. On vit très bien, la maison est grande, elle est confortable, le frigo est bien plein, mais je ne rends pas service à mes enfants. Donc j'ai décidé d'arrêter, de réduire la voilure et de commencer à communiquer sur ce que je savais. Alors, sans balancer, l'idée, c'était pas de dire quelles entreprises font quoi et quels sujets, peut-être polémiques ou pas, mais plutôt d'informer et vulgariser l'information de ce qui se passe en montagne et pourquoi le réchauffement climatique est influent en montagne et pourquoi l'économie est si florissante. Et finalement, au bout d'un moment, quelle solution est-ce qu'on peut trouver pour faire en sorte que les territoires de montagne qui se réchauffent 2 fois plus vite que l'hémisphère nord deviennent des territoires plus résilients face au réchauffement climatique. Et donc, c'est de là qu'est née ta volonté de créer cette association que tu as créée toute seule, me semble-t-il ? Oui, toute seule au départ, juste déjà au départ sans statut, sans rien. Je me suis dit résilience, la montagne, ça paraissait un nom pas compliqué. Cohérent. Voilà. Et puis d'écrire. Le fait d'écrire me faisait beaucoup de bien. J'ai commencé à écrire tout de suite sur LinkedIn. J'étais déjà active professionnellement sur LinkedIn. Et LinkedIn, pour moi, est un des principaux, un réseau le plus adéquat pour ce que je fais. Et puis ensuite, d'avoir un statut, parce que beaucoup de gens me disaient on veut te rejoindre, on veut participer, comment est-ce qu'on peut t'aider ? Je dis bon, on va créer comme une association, et puis les gens verront, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc LinkedIn, il y a une énorme communauté. C'est assez gigantesque et super. Ce qui est sympa avec LinkedIn, c'est qu'on n'est pas qu'avec des convaincus. Moi, je titille un peu les domaines skiables de France, mais c'est jamais méchant. Et puis après, d'avoir différents réseaux de messages, on va dire. Une page Facebook qui touche une autre cible, où je réponds pas trop, j'ai pas le temps. Une page Instagram qui synthétise par des images un peu, mais je suis pas une pro, donc voilà. Et puis Twitter,
qui reprend les liens de ce que je publie sur LinkedIn. Oui, et un blog aussi. Alors voilà, j'ai le blog qui est difficilement mis à jour. Je trouve qu'il est bien alimenté quand même. J'essaie de faire au mieux pour alimenter tous ces supports de com, mais je commence toujours par LinkedIn. D'accord. Très bien. De toute façon, j'indiquerai tous les liens dans la barre de description pour que les auditeurs et les auditrices puissent aussi te suivre et suivre Résilience Montagne. Alors, tu le disais, hein, ici, en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Alpes, en montagne, on est confronté au réchauffement climatique, comme partout, mais c'est bien plus perceptible. Est-ce que tu peux nous faire, toi, un état des lieux de la situation aujourd'hui, en 2023? Donc, ça fait 6 ans que tu as créé cette association. Je pense que aucun auditeur ou auditrice ne pourra ignorer le fait qu'il n'y a que très peu de neige cette année en station. Est-ce que tu peux essayer de nous dresser un peu un état des lieux pour qu'on ait conscience et qu'on puisse ensuite continuer l'épisode? Grosso modo, donc, comme juste dit auparavant, on sait maintenant, de point de vue sûr et scientifique, que les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que l'hémisphère nord, avec les impacts qu'il peut y avoir sur l'eau, la biodiversité et le recul de la neige, et puis les habitants qui y vivent. Cette année est tout à fait caractéristique et image parfaitement de ce qu'on va vivre de plus en plus souvent, en fait. On a des températures yo-yo qui sont déformées par un climat qui est complètement déglingué par l'homme. Alors, la météo n'arrive plus à être cohérente, on va dire, avec son histoire passée. Et on a cette année de la pluie, de la neige, des bourrasques, du chaud. On n'a jamais eu aussi chaud que l'été dernier, que cet hiver. Là, il y a eu un petit peu de neige, super, mais c'est un petit peu de neige. Tout ça a une influence énorme sur la vie en montagne et notamment sur les ressources en eau. Donc, on a des activités qui se décalent. On a des populations qui vivent d'une monoactivité du tourisme, qui elle-même a une monoactivité du ski. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on sait ce qui arrive? Peut-être qu'il est temps de changer ce fameux modèle du ski, qui est une économie gigantesque. Mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Et l'idée est vraiment d'essayer de créer des discussions sur ce territoire de montagne face au changement climatique en montagne qui est terrible. Donc, l'histoire, c'est... En fait, avec Résilience, je discute avec énormément de personnes, des hydrologues. Je ne suis pas ingénieure, donc quand il faut des bilans carbone, je m'adresse à des cabinets plus spécialisés. Je travaille avec une hydrologue qui est super, Charlène. On échange beaucoup. Et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et c'est pas simple du tout. Mais non, c'est pas simple, tu le disais, parce que c'est donc une activité touristique qui finalement... amène en montagne beaucoup de monde, mais assez peu par rapport à la population française. Ça reste une activité de personnes privilégiées, je pense qu'on peut le dire, le ski. Et en parallèle, ça fait travailler beaucoup de monde en station, mais pas que. Le métier de saisonnier, où on est en hiver à la montagne et l'été au bord de la mer. Tout ça, c'est à repenser. Mais quand tu essayes d'établir un peu ces dialogues, de converser, qu'est-ce qui en ressort? Est-ce que tu te confrontes à des personnes qui sont finalement dans une sorte de dissonance cognitive, comme tu le disais, dans le déni? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout. Il y a tout. En face, on a des personnes convaincues, mais qui vivent du ski ou qui vivent des activités de la neige et qui n'ont pas de solution. Finalement, comme moi, je l'ai été un petit moment. Il faut avoir le luxe de pouvoir se dire que du jour au lendemain, on peut arrêter. Il y a des gens qui sont dans le déni, c'est clair. Il y a encore beaucoup de climato-sceptisme, c'est sûr aussi. On entend encore ce matin sur une radio que je ne citerai pas, qui est locale, que le manque de neige en montagne, c'est cyclique. Donc, c'est un directeur de station qui le dit. Les élus ont énormément de pression parce qu'ils font vivre beaucoup de personnes. Et puis, on a des politiques locales, des politiques départementales, régionales et d'État qui ne prennent pas en compte ce changement, très clairement, qui confortent ce modèle, qui investissent encore dans le modèle et qui disent on verra. On ne peut pas switcher comme ça du jour au lendemain. Sauf que ça fait longtemps qu'on sait. Donc oui, il n'y a que 7% des Français qui skient, mais cette économie génère 9 milliards de flux financiers par an sur quelques mois. C'est gigantesque. Et il y a ce fameux chiffre des domaines skiables de France, 120 000 personnes dépendraient du ski, en fait, de l'activité ski, ce qui est gigantesque. Bon, il y a tous les frontaliers, il y a tous les saisonniers, etc. Mais n'empêche que c'est gigantesque.
En 2011, la Cour des comptes annonçait « Attention, les Alpes du Nord doivent repenser leur modèle face au changement climatique en cours ». Il ne s'est rien passé. En 2018, elle remet un petit coup, même titre. Je rappelle ce que j'ai dit en 2011. C'est consultatif, on n'est pas obligé de suivre la Cour des comptes. Et depuis, on n'a de cesse que de fabriquer de la neige pour perpétuer cette activité. Fabriquer de la neige, bien sûr, mais aussi construire des immeubles, des logements. Il y a pas que... alors, il y a la fabrication de la neige, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, en fait. Ça implique plein d'autres choses. Il y a aussi le foncier. Comment est-ce qu'on exploite ces terrains en montagne pour construire toujours plus de logements? Ça, on le voit encore aujourd'hui. La problématique de l'activité du tout-ski est très immobilière. C'est l'immobilier qui tire l'économie du ski parce que on continue de construire. C'était le fameux plan des années 60, c'était un plan neige. On construisait à l'époque, on a essayé de démocratiser le ski, ça a marché. On a construit des sites en sites propres. Sont nées des stations qu'on connaît bien, Val Thorens, Flaine, Val d'Isère, voilà, très, très bien. Mais en 77, Giscard d'Estaing, le président de l'époque, a dit on a tant de milliers de lits, ça suffit. Parce que peut-être qu'on va dénaturer la montagne. Je crois qu'à l'époque, quand il a dit ça, il y avait 150 000 lits, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est à plusieurs millions. On continue à construire des lits qui ne sont occupés à 50% que 15 jours à 3 semaines par an. Ça touche un marché de niche qui peut s'acheter ses appartements, mais on artificialise la montagne. Plus on l'artificialise, plus il faut des infrastructures. Quand on vend aujourd'hui 25 000 euros, 25 000 euros le mètre carré à Val d'Isère, on doit garantir ski au pied. Quand on vend 10, 12, 14 000 euros du mètre carré à la Clusaz, alors on doit garantir du ski au pied. Et finalement, c'est cette activité immobilière qui tire l'industrie du ski parce qu'on parle de rente à très court terme. Et puis les gens sont potentiellement assis sur des tas d'or. De l'argent facile et rapide. Ce qui est bien, tant mieux, parce que ça existait. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Puisqu'on sait que les montagnes abritent les sources, on dit que les montagnes, tout comme l'océan, sont des sentinelles du climat. On continue de construire à tout va. Aujourd'hui, les Alpes sont un vaste chantier de construction immobilière et d'infrastructures dédiées à conforter l'immobilier. Il y a cette problématique des infrastructures immobilières, il y a aussi la problématique des transports. Là, dans un rapport de l'ADEME qui est sorti il y a quelques jours ou quelques semaines peut-être, je crois qu'il disait, alors je ne sais plus la statistique, je l'ai noté sur mon petit carnet, je crois que c'est 57% des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au transport quand on s'intéresse au ski et à la pratique du ski. Là encore, les transports, c'est parce que donc, sur les derniers kilomètres, mais pas que, on utilise une voiture individuelle. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des navettes? Toi, qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu proposes? Pour le moment, il n'y a rien qui est mis en place, ou à la marge, ou des choses qui ne correspondent pas aux besoins. Effectivement, je dis 60% des gaz à effet de serre sont la résultante du transport des voyageurs qui viennent skier. On sait que l'enjeu majeur du monde, c'est la décarbonation. La montagne n'y échappe pas. Quand on dit qu'on doit décarboner nos modes de vie, moi, si je m'intéresse d'un point de vue focus sur la montagne, si on doit décarboner la montagne, il faut décarboner le transport. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucun plan rail qui est mis en route. Par exemple, quel est le seul moyen aujourd'hui de se déplacer de manière décarbonée? C'est le rail, les trams, tout ce qui est véhicule sur rail en fait. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan. Sachant l'inertie qu'il faut pour la construction de ce genre d'infrastructure, quand est-ce qu'on commence en fait? Donc le principal poste, il n'est pas pris au sérieux. Il y a un plan ascenseur valéen. Alors on dit un ascenseur valéen, c'est des œufs, ce sont des œufs. Des gros porteurs, on va dire. Ils disent, si on achemine les gens directement de la vallée jusqu'en haut, c'est décarboné. Oui, c'est décarboné. C'est vrai. Mais tout dépend d'où part cet ascenseur valéen. S'il part d'un centre-ville, ok, sauf qui va accepter du câble au-dessus de chez soi?
Donc on dit aux gens, vous arrivez. Si on le met à l'extérieur d'une ville, on déplace le bouchon de quelques kilomètres, il faudrait des milliers de places de parking pour accueillir des gens qui viennent en voiture. Donc on décarbone un mini territoire pour carboner l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait arriver ces ascenseurs valéens où ? Par exemple, la Plagne, 67 000 lits, une station multisite. Quand on fait arriver un ascenseur valéen à la Plagne, on le met où sur les 67 000 lits ? Et qui prend en charge les gens en haut ? 67 000 lits pour les acheminer à leur logement 24 heures sur 24. Ça ne marche pas. Alors que ça peut être un moyen. L'ascenseur valéen est décarboné si et seulement s'il est relié au rail et s'il est pris en charge par des structures, des infrastructures décarbonées en haut. C'est très difficile à mettre en place. Alors, il y a quand même un plan ascenseur valéen qui est en place. Saint-Gervais va avoir son ascenseur valéen. Les ascenseurs valéens à la construction, on parle de 3 à 5 millions du kilomètre. En exploitation, c'est quasi toujours déficitaire. Il faut énormément de passages pour rentabiliser un ascenseur valéen ou des œufs ou des téléphériques. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour créer du passage ? Ils construisent de l'immobilier. Et on revient à la problématique immobilière. C'est ce que j'allais dire, parce que quand bien même ces ascenseurs valéens existeraient ou vont exister, déjà on n'est pas certain que 100%, et on sait que ce ne sera pas 100% des voyageurs qui utiliseront ces ascenseurs si ce n'est pas une obligation de le faire. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, sur le papier, ce sont toujours des beaux projets. Et c'est vrai que ça peut faire rêver. Quand on a eu ce projet du Funiflène, par exemple, c'était relier la vallée de Chamonix directement à Flaine, en passant par les Carreaux. Super. On dit qu'il n'y a plus personne qui monterait potentiellement en voiture dans cette vallée qui est polluée déjà. On savait que cet ascenseur valéen allait être financé par je crois, c'est 10 000 lits à construire. Donc, quand on parle de 60% des gaz à effet de serre émis par la voiture ou le transport des voyageurs, on sait aussi que les travaux publics sont émetteurs de 39% des gaz à effet de serre et qu'on siphonne les sources pour fabriquer du béton. Qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Alors, si on finance l'ascenseur valéen par la construction de lits touristiques, c'est pas génial non plus. Et pour l'ascenseur de Saint-Gervais, j'avais demandé au maire, M. Payex, qu'il me garantisse qu'il ne serait pas financé par l'immobilier. Et il m'a dit, je ne suis pas devin, mais il va falloir être un peu plus que devin et avoir des vrais plans de territoire. Mais la problématique effectivement de l'acheminement des skieurs est gigantesque. Aujourd'hui, alors tu l'expliques sur le site Résilience Montagne, selon vous, il y a 4 leviers pour une montagne plus durable. Est-ce que tu peux nous en parler justement pour nous donner des pistes de réflexion et voilà, qu'on puisse en discuter ? Alors, on entend souvent beaucoup de communication des stations qui disent on prend des éco-engagements. Super. Ça veut dire déjà, moi je me dis c'est jamais négatif, ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a un problème écologique ou d'impact sur les territoires de montagne. Mais quand on entend les éco-engagements, là les domaines skiables de France annoncent 16 éco-engagements. Bon, très bien, et mettre des choses en place. J'ai toujours bon à prendre. Mais normalement, il y a 4 leviers. Le 5e, on va dire, c'est bonus. Le 6e, bonus. On parle de décarboner. Donc, premier levier, c'est le transport voyageur, comme on l'a dit. 2e levier, c'est l'impact des dameuses sur un territoire contraint. On ne le dirait pas, mais des centaines de dameuses qui tournent sur un petit territoire 8, 10 heures par jour. Il y a un impact sur la faune, sur la flore et en carbone, en émissions carbone. Aujourd'hui, ils disent on met des dameuses à hydrogène. On sait aujourd'hui que l'hydrogène en France est produit par l'énergie fossile. Donc, peut-être que technologiquement, on arrivera à un moment à produire de l'hydrogène propre. Si je lis certains cabinets d'ingé, c'est pas demain la veille. Donc, il y a ça. Donc, on dit les dameuses, le transport voyageur, les constructions. Aujourd'hui, on doit rénover énergétiquement les logements. On a la moitié des logements en France sur les domaines skiables qui sont occupés moins de 3 semaines par an. Et on va dire, il y a des études qui sortent récemment, certaines stations, 70-80% du parc sont des passoires énergétiques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il va falloir faire de la réno énergétique forte. Sauf que dans le même temps, on construit du neuf. Donc les gens ont de l'incitation fiscale à acheter du neuf, par la récupération de TVA notamment, alors qu'on devrait inciter fiscalement l'achat de l'ancien.
et récupérer de la TVA sur la rénovation énergétique. Donc ces leviers-là ne sont pas activés et c'est hyper embêtant parce qu'on n'incite pas la résilience et la décarbonation de la montagne. Il y a des stations qui annoncent on va mettre des panneaux photovoltaïques sur des enneigeurs. Déjà, on va arrêter les enneigeurs. On fait avec l'existant, en fait. De faire avec l'existant, les infrastructures sont là. Il faut les rentabiliser. La neige va bien finir par tomber encore quelques années. Mais on Plus arrête. haut. Mais Ouais. voilà, Il y a plus des haut, à stations d'autres altitudes, ou pas même. Hein. Mais ça dépend où, en fait. Mais on arrête des investissements nouveaux. Donc, on n'en entend pas parler non plus. Là, on est plutôt dans une politique d'investir dans des nouvelles choses et d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle. On est là-dedans. Pour essayer de préserver finalement l'économie et l'image qu'on a du ski, quoi. Il y a un lobbying fort. Il y a un lobbying du ski qui est gigantesque. Il y a 15 structures identifiées de lobby du ski. Ils font bien leur boulot. Au moindre flocon, on croit qu'il y a de la neige partout. Alors, c'est bien, ça déclenche les réservations. Et ça déclenche la frénésie immobilière. Donc, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a aujourd'hui des nouvelles stations qui sont en train de naître à basse altitude. Ça existe, encore. Alors, on a un promoteur qui arrive et il construit son logement 4 étoiles. Ça amène les autres promoteurs. Il va en mairie et il dit on est à 900 mètres là à la mairie. Oh, vous inquiétez pas, on va faire une petite retenue collinaire en haut. On va vous garantir l'enneigement ski au pied parce que nous aussi, on a besoin d'avoir cette clientèle-là pour la station. Il y a ce vieux dicton qui dit que pour 1 euro dépensé dans un forfait, il y aurait 5 à 6 euros dépensés dans la station. C'est gigantesque. Il y a 55 millions de forfaits vendus annuellement. Donc, l'économie est faramineuse. Il est difficile d'aller voir les élus et de leur dire vous vous trompez, monsieur l'élu. Parce qu'il faut remplir les caisses. Forcément. Forcément. Alors, si on a envie de skier plus en conscience, est-ce que c'est possible aujourd'hui en 2023, je pose la question en toute honnêteté. Je suis une très grande fan de ski depuis toujours. Donc, je me prépare pour la réponse que je vais entendre. Non, plus sérieusement, est-ce que c'est possible ? Est-ce que, par exemple, il y aurait des labels ? Alors, on avait évoqué le label Flocon Vert qui a été discuté. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer ? Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des stations, par exemple, qui ont dit, écoutez, nous, c'est de la neige 100% naturelle. On s'engage à n'utiliser aucun canon à neige durant toute la saison. Et donc, on fait comme on peut, selon les conditions climatiques. Est-ce que ça existe ? Non. Mais ce qui existe, il y a une station qui a dit « j'utilise l'existant ». Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est de dire « bon, elles sont là, ces infrastructures, effectivement, il faut bien les rentabiliser ». Tout le monde, aujourd'hui, a son canon à neige. Hein. Val d'Isère, le village est à 1800 mètres, un peu plus. On skie jusqu'à plus de 3000 sur le glacier. Donc, c'est très haut. Et le village et le domaine, cette station a 700 canons à neige, voire plus, pour tourner à cette altitude-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait à 900 mètres ? Est-ce qu'on en met 4000 ? À 900 mètres, mais on ne skie pas. Il y a une station qui a annoncé après Covid qu'elle faisait avec l'existant et qu'elle allait faire en sorte de capter une clientèle en conscience. C'est Métabier dans le Jura. Alors, nous, les snobs des Alpes du Nord, qui avons la chance d'avoir les plus hauts sommets, disons oui, mais c'est le Jura. N'empêche que cet exemple est intéressant à suivre parce que c'est quand même un domaine skiable. Le Jura est froid, donc en capacité de faire de la neige. Ce qu'aujourd'hui, dans les Alpes du Nord, on n'est pas en capacité de faire parce que les canons ne peuvent pas tourner, il fait trop chaud. Donc même avec des infrastructures, on se retrouve avec des matériels qui ne tournent pas. Moi, je dis tant mieux, au moins ça sert de leçon, mais peut-être pas. Il y a un label qui existe, oui, il y a des gens qui s'intéressent et c'est très bien. Il faudrait une certification, moi je dis, il faudrait une certification transalpine parce que quand on va mettre un label sur un certain nombre de stations françaises, allez, je dis au hasard pour limiter l'enneigement artificiel, alors il y a d'autres pays, Suisse, Autriche, Italie, qui eux sont enneigés artificiellement beaucoup plus que la France. Donc on a un marché en compétition, donc on va perdre cette clientèle qui va aller en Suisse, Autriche, Italie. Si on n'a pas un label transalpin déjà sur qu'est-ce qu'on fait de l'eau, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie, parce qu'il y a la problématique cette année, qu'est-ce qu'on fait des écosystèmes, qu'est-ce qu'on fait de notre sobriété et carbone en fait, on va à un marché compétitif qui va bouger d'un pays à l'autre. Il y a pas, ça n'existe pas. Et j'ai vu un monsieur là hier qui veut travailler sur cette certification
transalpine. Et On je a pense besoin qu'il d'une faut, entente commune. il faut un moratoire commun sur Mm. toutes les Alpes. Aujourd'hui, quand le président de la région dit on augmente les taux de couverture en neige artificielle, on est environ un petit peu moins de 40 en France, 40% de taux de couverture en neige artificielle. Le plan actuel, c'est quand même de monter à 70%. Mais pourquoi ? Parce que les pays voisins, ils sont presque où ils sont, ou même voire plus. Donc, lui dit, nous, on veut rester compétitifs avec les pays voisins, dans une logique de marché. Il a raison, en fait. Est-ce que c'est juste le moment, en fait ? Mais moi, je pense pas. Le label Faucon Vert s'est intéressé à cette problématique de certification. Moi, je regarde un petit peu de loin, mais je ne suis pas convaincue. Ça permet de se poser la question sur certaines stations qui annoncent un effort. Quand je vois les derniers flocons verts délivrés, pour moi, ils n'ont pas résolu la mobilité, voire plus, puisqu'ils construisent. Donc, quand on augmente les lits marchands, on appelle plus de voitures. On n'a pas de rénovation énergétique, c'est ce qui est élaboré à ce qu'on explique avant. Ils mettent des dameuses à hydrogène. Bon, sur certains aspects, allez, on va dire, ça peut être un greenwashing moins que les autres, quoique. Et puis, il n'y a pas de gel de PLU, parce qu'aujourd'hui, la construction pollue et qu'on a assez de lits en montagne, voire trop. Donc, quels sont les critères pour délivrer un label Flocon Vert ? Pour moi, ça ne va pas assez loin. On devrait prendre en compte les vraies problématiques de carbonation de la montagne. Aujourd'hui, aucune station n'a annoncé un gel des constructions immobilières. Alors, il y a eu une tentative dans les années 80, les jets. Hyper intéressant parce que le maire de l'époque, Alain Boulogne, a compris et avait été très averti sur l'effet néfaste de l'immobilier qui allait entraîner le reste de tout ce qu'on a dit avant. Il était maire, il a tenté de réguler l'immobilier sur son territoire, il n'a plus du tout été maire assez rapidement. Aujourd'hui, il fait de super conférences. Il travaille pour le Centre international de la protection des Alpes, la CIPRA. Et il est venu récemment au Grand Bornand, d'ailleurs, avec Aurélien Barraud, une super conférence, où il explique qu'effectivement, quand on explique qu'on va essayer de qu'on construit des lits chauds, des lits en montagne pour les rendre, qu'on appelle lits chauds, donc occupés tant de mois par an, il rappelle juste que le béton est coulé pour plus de 250 ans et qui garantit à 250 ans de ce qu'on fait de béton en montagne et qui démantèle quand on aura des friches. Parce que c'est probablement ce qui va arriver dans certaines stations. Donc oui, il y a eu des tentatives. Mais la Suisse est un peu en avance parce que la Suisse a la loi Lex Weber et la Lex Weber restreint fortement la construction du neuf en Suisse. C'est bien. Mais c'est la Suisse, pas la France. Donc en France, il faut qu'on s'en inspire. Oui. On a entendu parler assez récemment, là, ces derniers mois, ces dernières semaines, de l'Aclusa et du plateau de Bourgard. Alors, on en a entendu parler, pas pour les bonnes raisons, malheureusement, parce que c'était pas très réjouissant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ? Est-ce que toi, tu t'es rendu aussi sur le plateau avec, aux côtés des zadistes ou des militants qui étaient là ? J'aime pas trop le terme zadiste parce que il y a un certain a priori, donc voilà, des militants, des écologistes qui se battaient et qui luttaient. Alors, il y a 2 ans maintenant, j'avais suivi ce qui se passait un peu dans cette vallée des Aravis, qui est assez emblématique. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif Hier Aravis, qui avait fait un bruit pas possible au moment de vouloir l'installation de 2 clubs med, un au Grand Bornand et un à l'Aclusa. Ça, c'est ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui définit la politique urbanistique et de territoire sur une grande partie du territoire. Ils ont fait un tel vacarme qu'il n'y a pas ces clubs med, en disant, est-ce que c'est une bonne chose pour le territoire des Aravis d'avoir ça ? Ça n'a pas été fait. Donc je regardais d'un œil ce que faisait ce collectif Hier Aravis, qui était associé à une association qui s'appelle Protégeons la Joyère, qui est au Grand Bornand. Et on va dire qu'à eux tout seuls, ils ont réussi à faire quelque chose sur ce territoire en faisant poser les bonnes questions. Et puis, il y a 2 ans, j'entends que la 5e retenue collinaire de l'Aclusa, qui est à Bourgard, revient sur le tapis. C'est un vieux projet. Et je me dis,
d'un point de vue curiosité, tiens, que vont faire ces habitants qui ont réussi vraiment un coup de force à un moment, donc protégeons la joyère, collectif Aravi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et très vite, ils disent, on ne peut pas accepter ça. Donc, ils commencent à communiquer sur les réseaux sociaux. Je suis allée les voir. Parce qu'une retenue collinaire, est-ce que Alors, une retenue, là, c'est une retenue d'altitude. Une retenue, c'est un ouvrage artificiel qui est placé souvent en partie sommitale des montagnes, sur des grands trous gigantesques qu'on remplit d'eau pour assurer la neige artificielle. Ce sont des stocks d'eau. La principale caractéristique de cette retenue de Borgard, c'est que c'est la 5e, donc la Clusaz en a déjà 4. Ils ont 4 retenues, donc 270 000 m3 d'eau stockée pour faire de la neige. La 5e serait sur le plateau de Borgard, qui est un espace hyper préservé, qui est le côté doux de la Clusaz. C'est pas vraiment la station, il y a 2 petits tire-fesses, mais à la marge. Il y a du ski de fond, de la rando, des raquettes, des alpagistes et un bois magnifique qui abrite des dizaines d'espèces protégées, 58 voire plus. Et il est pressenti d'avoir cette retenue ici, sur cet espace-là. Donc les habitants se sont mobilisés. Il y a 2 ans, je suis montée les voir en leur disant c'est super, vous avez déjà fait, c'est formidable et j'ai envie de lutter avec vous. Donc moi, je leur expliquais d'un point de vue géopolitique et économie ce qu'il y avait au-dessus, l'État. Et j'ai mis le doigt dedans et j'en suis pas ressortie. On a créé Sauvons Borgard il y a 2 ans. On a dit à un moment, donc Sauvons Borgard, c'est une coalition de beaucoup d'associations, dont France Nature Environnement Haute-Savoie, la Nouvelle Montagne, la LPO, Résilience Montagne, la Joyère, et puis le collectif Aravi et Transition Participative Tône, qui font un job de fou, ces habitants, pour sensibiliser en fait à l'impact de construction d'une retenue ici et aux impacts de l'eau, parce que cette retenue serait remplie par une source d'eau propre, comme les autres, qui est en aval. Le principe, on puise de l'eau dans une source qui normalement alimente le village en eau potable, on remonte l'eau 3 km plus haut pour la faire stagner dans la retenue. Là, très clairement, elle croupit. Elle est propre en bas, elle n'est plus en haut. Et ce que disent les promoteurs du projet, c'est que cette eau va servir à 1/3 à l'eau potable. Ce qui est faux, puisque l'eau n'est plus potable. Donc, il faut des centrales de potabilisation, il faut des unités d'ultrafiltration, et surtout, on capte encore de l'eau potable. Donc, si on veut de l'eau potable, elle est potable en bas. Et en fait, ce qui se passe sur le plateau de Borgard est hyper emblématique, parce que tout ce qu'on ne devrait plus faire en montagne, c'est là, en fait. On est à basse altitude, on a déjà des infrastructures sympas qui font que la Clusaz n'est pas en faillite, avec 4 retenues. On a un taux de couverture en neige artificielle qui peut sembler suffisant pour une station comme la Clusaz. On a, si on croit en l'économie de ruissellement, c'est plutôt Genève qui fait vivre aujourd'hui les territoires haut-savoyards et les Aravis. Pour se loger à la Clusaz, il ne faut pas être moniteur, il faut travailler à Genève. Tout ça fait qu'effectivement, il y a eu un focus sur ce projet qui est catastrophique d'un point de vue environnemental et d'un point de vue éthique. Et il y a une action en justice qui a été menée. Alors, il y a eu une enquête publique, 1870 avis, 76% d'avis contre, super étayés, des argumentaires béton. Et puis, on a fait un recours. Donc, il y a une déclaration d'utilité publique qui a été délivrée par le préfet, parce qu'il dit que c'est pour l'eau potable. Donc, on a compris que le dossier n'était pas bien épluché. Nous, on a attaqué la déclaration d'utilité publique en disant non, on va prouver par recours administratif que ce projet ne doit pas commencer. On a lancé un recours en septembre, mais jusqu'à ce que le délibéré soit rendu, il y avait une possibilité de gagner le délibéré, ce qu'on a eu, mais que le bois soit défriché. Donc, des occupants sont venus occuper cette partie du bois le temps du résultat du délibéré du juge du tribunal administratif de Grenoble. Et finalement, c'est une sacrée victoire parce que non seulement le juge dit que l'intérêt général majeur semble bof par rapport au fait de protéger la biodiversité ici,
Pendant ce temps, le bois était occupé, donc ça légitime une occupation de bois parce qu'on pouvait gagner ce délibéré, mais qui est plus la forêt. Qu'est-ce qu'aurait dû faire le préfet? Il aurait dû dire, j'appuie sur le bouton de la déclaration d'utilité publique, mais on ne commence pas les travaux le temps du délibéré. Ça aurait calmé tout le monde. Sauf que là, il y avait une possibilité que ça démarre très très vite. Et en fait, nous, les associations, eh bien, on ne nous a pas demandé notre avis. Hein. Ce sont d'autres personnes qui protègent aussi, on va dire, la nature, qui se sont dit, on va prêter main forte à ces gens qui se battent à Borgard. Et sont arrivés une nuit, dans la nuit du 23 au 24 septembre, je crois, pour occuper le bois, le temps du délibéré. Et en fait, c'est hyper fort parce que, d'un point de vue symbolique, moi j'appelle ça en fait, la coalition des luttes. Nous, associations, on n'était pas capables de le faire. On travaillait le recours, on était dans les textes, et puis dans la sensibilisation. Et puis tous ces gens qui sont arrivés de partout, en fait, et des gens et des jeunes du village, et des jeunes de la vallée, qui ont dit, nous, s'il faut occuper, on est là, vous pouvez compter sur nous. On a fait en sorte que tout se passe bien, on est là. Il y a eu un immense élan de solidarité. Des gens de la Clusa venaient en cachette, ravitaillés en nourriture, parce qu'ils ont peur des représailles. Des gens sont venus aussi du plateau de Borgard eux-mêmes, donner du bois sec pour que les gens se chauffent. Oui, il y a eu plein de ravitaillements, même d'Annecy. Il y a eu formidable, en fait. Et puis d'avoir ce jugement, ça légitime tout ça, en fait. Mais il y a un appel aujourd'hui. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Qui fait appel, la mairie fait appel avec le ministère de l'écologie. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Il y a une logique administrative derrière que je comprends. Il y a une logique idéologique et que je n'ai pas envie de comprendre et que je trouve méprisable. Pour le moment, il y a une commission. Surtout après une réélection où l'écologie devait être au cœur du mandat. Hein. Donc Christophe Béchu fait appel à cette décision. C'est fort. Ça veut vraiment dire en plus que, Sauvons-Borgard, on a vraiment l'État en face. On se sent petit, en fait, comme le film Goliath qu'on voit là. Moi, je l'ai revu récemment en disant, mais c'est nous, en fait. Et pour le moment, il y a une commission qui est réunie pour savoir si cet appel est recevable pour aller au Conseil d'État. D'accord. A priori, ils ont l'air confiants. Mais ça fait peur. Nous, on sollicite M. Béchu là, pour le rencontrer, parce que je pense qu'il n'a pas le dossier. Espérons que vous puissiez le rencontrer. De toute façon, je le répète, mais tous les liens seront dans la barre de description pour que celles et ceux qui ont envie de vous soutenir puissent le faire. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de profiter de tes connaissances et de ton expertise, Valérie, pour se projeter en 2030. Alors même si on ne peut pas savoir exactement à quoi ça ressemblera et il y aura peut-être plus de neige, mais avec l'idée qu'on utilise nos stations de manière plus raisonnée, qu'on est à l'écoute des besoins de ces montagnes qui souffrent à cause de nous, les humains, j'entends. À quoi est-ce que ça pourrait ressembler ? Et dans un monde idéal, dans un monde idéal, voilà, finissons là-dessus. Je dirais les stations-villages sont peuplées à l'année. Elles ne se dépeuplent plus des habitants qui peuvent plus se loger. Elles ont gagné des habitants qui auront été aidés fiscalement à pouvoir acquérir des logements. On aurait recréé une économie qui n'est pas dépendante uniquement du tourisme et du ski. Il faut absolument dépolariser les stations-villages de l'économie du tourisme, en fait. On aurait des gens qui habitent donc à l'année. On aurait, comme en Suisse, des stations qui seraient desservies par le train. On aurait développé une résilience alimentaire forte. S'il y a un avantage au réchauffement climatique, c'est que peut-être on va pouvoir planter sur ces territoires-là. Il y a beaucoup d'expériences d'agroforesterie qui sont mises en place. Il faudrait un grand laboratoire transalpin sur l'agroforesterie et travailler la résilience alimentaire. On aurait sanctuarisé les hauts sommets qui ont les glaciers parce que c'est l'eau potable. Donc, je trouve toujours dommage de mettre sous cloche, mais on parle de l'eau potable. Donc, sanctuariser tout ce qui est haut sommet et tout ce qui est source.
Ça veut dire qu'on aurait eu une politique et une stratégie de hiérarchisation de l'usage de l'eau. Est-ce que l'eau doit être destinée au tourisme principalement ? On aurait des touristes qui viendraient en montagne et non plus qu'au ski, quelle que soit la saison. On aurait démantelé les vieux appareils qui vont être de vieilles friches pourries dans certaines stations. Et j'espère que ce ne sont pas les mairies qui seront en charge de ça. On aurait des écoles de la nature pour que les enfants vivent et apprennent la nature partout, sur tout territoire. Parce que pour protéger la nature, il faut la connaître et vivre dedans. Et puis on aurait tous ces nouveaux métiers, parce que oui, ça fait peur, mais il y a des nouvelles choses qui vont apparaître. Donc peut-être qu'on aura des quotas climat. Donc d'avoir des stations qui sont peuplées au mois de février par 70% d'anglais, peut-être ce sera plus possible. Donc ça veut dire qui y va et comment. Donc il faut recapter une clientèle proche. Je suis sûre que c'est faisable en plus. Je suis vraiment sûre que c'est faisable. Mais il va falloir un moment que les gens des territoires et la gouvernance du ski peut-être changent. Prennent les bonnes décisions. Merci beaucoup Valérie pour cet éclairage, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer dans quelques années une suite à cet épisode et qu'on aura de nouvelles choses à annoncer et à partager avec les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.